Avant de commencer, quelques mots à propos de ce podcast. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Venez nous voir sur datatask.io. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Toutes les semaines, on essaye de vous décortiquer l'actualité. Et de nouveau, cette semaine, je suis avec Jérôme. Salut Jérôme, comment ça va ? Salut, ça va bien. Bon. Depuis la semaine dernière. Voilà. Ouais, ça nous fait bien rire parce que vous avez vu que la ficelle est grosse. Nous enregistrons ces épisodes à la queue leu par batch de 2. Donc on fait ça, on essaie de faire semblant, mais ça prend pas. Même nous on n'y croit pas, je crois. Dis-nous Jérôme, toujours chez Zinea. Toujours chez Zinea, toujours responsable de la connectivité. Et voilà. On va parler de Zinea dans cet épisode. On va parler de Zinea dans cet épisode. Je ne peux pas le dire tout de suite. Vous verrez. Et pour ma part, Vincent Huchling, je suis le fondateur de ce podcast et de Datatask. J'accompagne mes clients pour créer des plateformes data qui leur permettent de créer les meilleurs produits data dans leur organisation. Et on démarre cet épisode tout de suite avec la nuit de la data et de l'IA. Oui, la nuit de la data qui a eu lieu le 5 février, donc pas très très longtemps, et qui a eu un certain nombre de solutions qui ont été mises en avant. Voilà, c'est toujours intéressant de voir. En fait, ça peut donner un panel de ce qui est mis en avant aujourd'hui et autres. C'est réparti en 5 jurys qui à chaque fois on distribue 3 médailles. On va passer quelques-unes assez rapidement. L'idée, c'est pas de faire un roman pour chacun. Mais on a 2 catégories solutions innovantes. Je sais pas pourquoi c'est coupé en 2 cette catégorie-là. Ceci dit, vu les contenus, ça doit être des thématiques innovantes mais un peu différentes. La première, en fait, le jury, ça a l'air d'être plutôt des solutions framework et autres. Donc OnePoint par exemple qui offre une solution donc est premier de cette catégorie et qui propose un assistant IA 100% formidable. Donc ça va être un truc qu'on branche dans son SI et qui permet de mettre en place de l'IA dans votre intranet. Voilà, donc c'est le truc exploitable visiblement directement. En médaille d'argent, il y a Passway dont tu as parlé la semaine dernière. Ah, excellent. Qui a une combinaison streaming IA. Donc en fait, ils ont un framework qui permet d'appliquer de l'IA sur du streaming. Je sais pas trop comment ça se concrétise, mais ça doit être un bon cas d'usage. C'est plutôt bien foutu, ouais. C'est plutôt bien foutu, et c'est effectivement avec ça que la Poste Colis avait fait la récupération du stream de position GPS des camions de livraison. Donc c'était pas mal. Voilà, puis en troisième, tu as Exa, donc qui est une plateforme pour monitorer l'IA. Donc pareil, c'est des problématiques de déploiement et autres. C'est souvent là que se situent les difficultés. Là, ça permet. Donc là, il y a un outil il y avait des outils de mise en œuvre avant, et là, c'est un outil de monitoring. Et l'idée, de leur monitoring, c'est que ça va permettre de savoir qu'est-ce qui est utilisé dans votre modèle et pour pouvoir optimiser les modèles eux-mêmes pour aller vers des modèles plus petits avec des réentraînements plus adaptés. Enfin, ça permet de réduire les coûts en fait de fonctionnement et puis de l'énergie et tout ça. Ce qui est plutôt intelligent comme approche, ouais. Oui, c'est intéressant, c'est tout ce qui permet de faire de l'optimisation et autres. Dans les solutions innovantes, mais de la deuxième catégorie, ce jury B, cette fois il y avait pluralisme, alors c'est encore de l'IA,
C'est une solution qu'on va voir sûrement mise en œuvre en 2027, mais sûrement avant, elle va s'entraîner, puisque le but, c'est de pouvoir faire du suivi en temps réel des prises de parole en France, donc sur 50 médias. Donc en gros, l'intelligence artificielle va faire le comptage au lieu d'avoir des êtres humains qui comptent les secondes de parole. Enjeu important dans le cadre effectivement des élections présidentielles, on est d'accord. Oui, par exemple. Et puis je pense que ça peut être utilisé dans d'autres contextes, notamment à l'Assemblée nationale, des choses comme ça. Enfin bon, bref. Visiblement, l'idée c'est que ça va faciliter énormément tout ce qui est retranscription avec... parce que aussi pareil, les interventions à l'Assemblée et au Sénat, aujourd'hui, tout est retranscrit. Donc en fait, si on a un système automatique qui permet de détecter... les mots, il faut que la personne soit attribuée aussi. Donc apparemment il y a des reconnaissances vocales et faciales, labiales, tout ça. Humanix qui est en médaille d'argent, Humanix c'est une IA pour le retail. Alors, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais apparemment elle a des impacts de quelques points sur le chiffre d'affaires dès la première semaine. Donc voilà. C'est toujours bon à prendre parce que je pense que les 3 à 5% sur le CA, c'est sur des grands distributeurs, ça doit vite faire rembourser le prix de l'appareil. Et en médaille de bronze, il y a Zinea pour son approche data mesh. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, le catalogue, en fait, on est en train de le faire évoluer pour aller vers le data mesh avec à la fois un catalogue fédéré. Au lieu d'être un monocatalogue, ça devient un catalogue fédéré et avec un mécanisme de merchandising, enfin de marketplace en fait, qui permet vraiment d'avoir une partie des données qui reste au sein d'un silo et puis la partie. En fait, on réintroduit les silos, mais de façon beaucoup plus intelligente, à savoir en permettant les échanges de données simple entre les silos, parce que l'approche complètement ouverte qu'on avait avant, elle a ses limites, et voilà. Et donc on a eu cette médaille de bronze, donc Cocorico. Bravo. Et sachant que pour l'instant c'est la première boîte qui parle pas d'IA qui est dans les lauréats. Ouais, c'est bien parce que je suis en train de reparcourir toute la liste. Effectivement, c'est quand même globalement, si tu n'avais pas de l'IA, tu partais avec un sérieux handicap quand même. Il y a beaucoup d'IA. Alors, il y a des écoles après. Alors les écoles, on va aller vite dessus parce que les trois, c'est donc la première c'est Albert Data School, la deuxième c'est Ivanti et la troisième c'est Artefact School of Data. En fait, toutes c'est des choses qui veulent révolutionner l'enseignement. Moi, je suis très sceptique. La première, elle dit, on va faire une école qui va être un mélange de commerce et d'ingénieurs. À mon avis, derrière, je sais pas. Sûrement les gens qui sont dedans, ils sont très bien, mais c'est un peu bizarre de mélanger les deux. Et alors, c'est révolutionnaire, c'est ce qu'on veut. Mais j'ai peur qu'à la fin, tu as des gens qui soient ni bons dans l'un, ni bons dans l'autre. Donc, je me méfie un peu. Mais bon, peut-être que j'ai une vision de vieux schnock. Ouais. Moi, je me pose toujours la question sur le fait de pouvoir se passer du savoir, entre guillemets, de fondation, quoi. Après là je sais pas, en fait c'est peut-être plutôt que le truc c'est qu'ils choisissent pas leur sujet quoi, donc après ça peut être intéressant aussi parce que t'as besoin aussi des gens qui ont des doubles compétences et je pense que c'est ça l'idée derrière, mais le truc c'est que pourquoi pas. Voilà, il y en a une qui est spécialisée en IA aussi, formation école IA et data reconnue par l'État. Ouais. Et puis une autre, je trouve que c'est plus en fait une boîte qui a fait une école, mais j'ai l'impression que ils la vendent pas comme de la formation interne, mais c'est des bootcamps de quelques semaines qui effectivement doit s'en servir pour bootstrapper les gens qui recrutent et qui. Ouais, je pense. Apparemment, ils le font quand même comme une école extérieure, donc tu n'es pas sûr d'avoir un boulot chez Artefact derrière, mais. À mon avis, ça doit être le truc, ça doit leur servir à repérer ceux qui s'en sortent et puis à les recruter derrière. Ouais, bon, voilà. Pour la co-construction, donc c'est un client final et puis une boîte de service en fait en général ces trucs-là. Médaille d'or, c'est Carrefour et Sicara qui ont fait un outil
pour du placement de produits, et apparemment, ils ont eu une augmentation de 7,5% de leur chiffre d'affaires sur 5 magasins de test. Donc, sur une période de 9 semaines, pardon. Donc en gros, leur système permet d'optimiser le placement de produits pour donner envie aux gens d'acheter plus. Et ça a l'air de marcher. Bah, c'est excellent. En médaille d'argent, tu as le groupe Aéroport de Paris et Cosmotech. Ils ont mis un système de... Alors ils parlent de jumeaux numériques, c'est beaucoup... en gros, quand les simulations, ça se vend plus, maintenant on fait des jumeaux numériques. Ouais, et ça leur permet de simuler l'arrivée des délégations des JO pour éviter que ce soit le bazar, j'imagine, dans les aéroports, parce que forcément il y a plein de gens qui vont arriver, partir. Et je pense que ils organisent un peu tout ça, ils se préparent avec leurs jumeaux numériques. Et l'autre, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup comme terme de métier, mais c'est vrai qu'il y a de quoi faire. C'est Orano, donc Orano, qui est en France, qui exploite tout ce qui est nucléaire et autres. Et donc ils ont fait un outil pour l'aide à la décision autour de la gestion des mines, de l'exploitation minière. Et ça leur permet d'optimiser le nettoyage des puits d'uranium, de maximiser la production et donc la rentabilité, et aussi de faire de la gestion plus fine. Et en fait, là c'est Orano, c'est l'uranium, mais effectivement sur ces sujets-là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ouais, je pense que dans le monde industriel, il y a beaucoup à faire de manière générale, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, les métaux, on en a besoin de plus en plus, on consomme de plus en plus, et alors qu'on a des ressources de plus en plus compliquées à exploiter. Donc voilà. Et on terminera donc sur les meilleurs projets équipe data. Donc il y a JC2Co, donc ça fait plaisir, parce que moi j'ai eu l'occasion de travailler pour eux quelques temps, et puis Nicolas aussi. Ouais, Nicolas il a travaillé chez eux même carrément. Et voilà, ils ont un système qui sert pour le marketing et les commerciaux pour optimiser le visuel publicitaire grâce à du eye tracking et des choses comme ça. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est un beau projet. Carrefour à nouveau, médaille d'argent pour un son à l'ordre de Talek, Data for All. En fait, ils ont fait un supermarché de la donnée. Donc, en fait, voilà. Donc, ils ont fait leur propre catalogue. Ça fait écho avec vos. C'est ce qu'on fait. Après, effectivement, ils ont fait sur mesure et pour tailler sur. C'est du sur mesure. Ouais. C'est sûrement taillé à leurs besoins et avec les prix qui correspondent, mais voilà. Écoute, ils ont un super outil. Il y a un chatbot Aya qui permet de faire de la recherche. Voilà. Et en médaille de bronze, Pernod Ricard, donc qui est un outil de. Alors là, c'est impressionnant le sujet. C'est juste le représentant de commerce optimiser le temps des commerciaux, réduire les émissions. C'est dans leur métier, ça reste la variable entre guillemets difficilement compressible et difficilement optimisable. Donc non, mais ce qui est fou, c'est que alors je sais, le projet qui est NP complet, dont on entendait beaucoup parler il y a 20 ans, on avait l'impression avec tous les systèmes de GPS et tout ça que c'était soldé, et visiblement on arrive encore à avoir des gens qui trouvent des solutions pour encore améliorer ça. Et qui n'est pas aussi caricatural que je crois que c'est DHL qui aux États-Unis a fait en sorte que les trajets il n'y ait que des virages à droite et pas de virages à gauche. C'est dingue ça, c'est énorme. Parce que c'est spécifique aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis le feu tu peux passer au rouge quand tu tournes à droite. Ouais. Et donc effectivement ça fait qu'ils ont beaucoup moins d'attente, et puis il y a tout un mécanisme qui fait que ça optimise de fait de tourner tout le temps à droite. Ouais, je me souviens de ça. Je me souviens parfaitement de ce truc-là. Bon, là, c'est autre chose, mais voilà. Et puis... écoute, c'était intéressant, ce truc-là. Il y a quand même pas mal de... C'est intéressant de voir la vivacité autour de ces... Ouais, la diversité. Moi, j'avoue que le coup d'Orano, je n'y avais pas pensé. Ouais. Il y a beaucoup d'IA partout. Je sais pas s'il y en a dans le cas d'Orano. Ils ont parlé d'aide à la décision. Ça se trouve, en fait, ils ont juste rattrapé un retard énorme qu'ils avaient. Oui, c'est probable, hein. C'est probable. Mais en tout cas, voilà, ils font des choses. Enfin, c'est des choses qui ont un impact. Et puis pour le coup, exploiter mieux une mine. Ouais. Parce que les mines, ça fait des dégâts, quoi. C'est clair.
Bien. Jérôme, on va parler de l'IA Act qui a été voté ces derniers jours au niveau européen. Mm-hmm. Et moi, j'ai un peu regardé le sujet, qui est évidemment super clivant et sur lequel on peut se poser la question de est-ce que ça va être contraignant et bloquer l'émergence de champions européens ou pas. On a toujours tendance à se surréglementer, nous, Européens, et à laisser les autres avancer. Alors, ça fait écho à ce qui se passe avec les agriculteurs ces derniers jours, hein, c'est évident. Mais à un moment donné, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'il va y avoir une nécessité de provisionner le risque lié aux produits intégrants de l'IA. C'est-à-dire que il va falloir renforcer, quand tu fais un produit avec de l'IA, il va falloir rapidement provisionner un budget pour pouvoir gérer cette conformité, constituer une équipe de juristes. Et donc, c'est certain que des startups qui étaient parties, celles dont on a parlé juste avant, hein, qui faisaient des choses avec de l'IA et tout ça, il va falloir qu'ils commencent à se blinder sur le sujet. Évidemment, on parle toujours des développeurs, mais je pense que les juristes capables de traiter des sujets de l'IA, il n'y en a pas 50 sur le marché. Donc, il va y avoir aussi une inflation des coûts de ce point de vue-là. Et ce qu'il y a de gênant là-dedans, c'est que, entre guillemets, au sein de l'Europe, on va être super propre sur le truc, sur tout ça. Et par contre, tout ce qui se fait en dehors de l'Europe va l'être beaucoup moins. Et donc, il va y avoir une distorsion de concurrence qui risque de s'installer. Et ça, c'est un truc un petit peu plus gênant que ça. Et donc, on ne va pas détailler la réglementation, tout ce qu'elle implique, mais il y a 3 niveaux de risque. Donc, si tu es contraire aux standards définis en Union européenne, elles seront interdites. Ok. Si y a un haut niveau de risque, tu vas avoir un marquage typiquement comme le marquage CE. Il faudra se rapprocher d'organismes de certification, donc ça va commencer à être un sérieux truc bien compliqué, quoi. Et si c'est des risques faibles, faudra juste que tu précises que ton contenu il a été généré par de l'IA, quoi. Je suis pas certain que ça accélère, je suis pas certain que ça augmente le niveau de compétitivité qu'on va avoir, quoi. Tout ça. Ah, j'ai l'impression qu'on va pas assez, parce que là tu parles de l'IA, mais en fait de façon générale, hein, il y a eu comment dire, il y a Sébastien Douche qui a fait qui a exprimé sur le Slack en ce moment il étudiait la réglementation qui arrive. Et en fait, il y a énormément de sujets où de plus en plus tu peux, quand tu vas fonder une start-up, il faudra 3 personnes, et puis 2, il faudra un commercial, un technicien et un juriste. Parce que de plus en plus, en fait, on va avoir le manque de sécurité devient inacceptable par le reste du monde. Et effectivement, on a peut-être un peu abusé là-dessus en lançant des trucs un peu comme ça. Et il y a énormément de contraintes qui vont s'ajouter sur le fait que on doit garantir que nos produits sont pas pourris et autres. Et comme jusqu'à présent c'était de la bonne pratique, donc ça fait que tu le faisais au moins de ton mieux. Maintenant ça devient juridique et donc ça va introduire. Donc j'ai l'impression que le volet IA c'en est un parmi tant d'autres. Ah mais bien sûr. Mais c'est la symptomisation de notre capacité à ultra réglementer les choses. Je pense pas que l'IA est un traitement de faveur sur ce sujet-là, tu vois. Ouais. Ah, ça y est, j'ai retrouvé le truc, là, il parlait. En plus, il avait mis la collection, il y a Nice 2, Dora. Ah oui, j'ai vu la liste longue comme le bras de trucs. DSA, DMA.
Non mais pitié quoi, pitié. Et puis il y a le ID aussi, c'est plutôt la version 2. Non, c'est EDAS, j'en ai entendu parler, ils en ont parlé dans le Massine, EDAS, qui va... Et alors le problème de ces trucs-là, c'est que en fait, t'as deux côtés. T'as un côté qui est positif, c'est-à-dire que ça nous oblige à être bon. Ce qui est pas un mal en soi, et il y a des choses qui sont normales, c'est-à-dire quand tu fabriques, je sais pas, un tournevis, tu t'assures que les gens vont pas se blesser avec, sauf s'ils ont un usage complètement déraisonnable de l'outil. Et ça, on ne faisait pas forcément toujours très bien. Par contre, le truc, c'est que en fait, d'un côté, ça te fait progresser parce que si les choses sont bien faites, elles vont t'imposer des règles minimales de sécurité et autres. Et en même temps, en fait, on sort de la sécurité proprement dit pour faire de la compliance. C'est pas la même chose. Parce que finalement, quand tu fais de la compliance, déjà, tu es obligé de le faire. Tu n'as pas le choix. Mais surtout, tu peux pas aller où, tu peux pas avoir une réflexion du genre de qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui s'applique pas. Enfin, tu vois, et tu te retrouves avec parfois, tu risques d'être étouffé avec ça. Et toute la difficulté, c'est d'être sur le bon truc, d'avoir le bon niveau, de déjà respecter donc être conforme quoi. Mais en même temps, que ça t'étouffe pas et que finalement, t'oublies pas de faire de la sécurité parce que parfois, quand tu appliques les trucs bêtement, en fait, tu fais pas, t'as même pas cette garantie réelle qui a lieu. Ça peut arriver avec, par exemple, des signatures. Tu sais, quand tu demandes des tas de signatures parce qu'il faut que tout le monde gère. Au bout d'un moment, les gens vérifient plus parce qu'il y a tellement de travail de vérification qu'ils n'arrivent plus à faire leur vrai travail, donc ils signent comme ça, quoi. Et quand on arrive là, c'est une perversion du système. Donc, je sais pas. Donc voilà, tu vois, j'ai pas une réponse. J'ai une réponse un peu mitigée, mais je pense qu'il y a du bon et qu'il y a du risque, effectivement, à en faire trop et en fait, il faut qu'on trouve le bon milieu, le bon niveau. C'est pour ça que la liste qu'il a envoyée, ça faisait un peu peur parce que autant de trucs. Ouais, non, mais c'est voilà. Moi, entre guillemets, je suis pas certain que ça impacte notre vie, mais ce qu'il y a de très certain, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir des idées et qui vont peut-être pas les faire chez nous parce qu'ils vont se dire le poids il va être trop important, quoi. Voilà. Bah, c'est ça un peu le problème, c'est que maintenant on te demande d'avoir un produit industriel fini alors que t'es un artisan, quoi. Mais ceci dit, un artisan il peut pas commercialiser n'importe quoi non plus. Donc après, les artisans, ils arrivent à travailler sans avoir de juriste forcément. Donc, bon, je sais pas. C'est peut-être aussi parce que c'est nouveau et qu'en fait, on n'a pas encore, ça n'a pas encore infusé ce que ça signifie. Ça n'a pas encore infusé en fait. Donc, ça peut faire peur à un premier abord. Oui. Allez, partons sur ce bénéfice du doute, mon cher Jérôme. Allez, pour continuer, on va parler de scikit-learn. On parle trop peu souvent de scikit-learn, mais on va parler de scikit-learn un petit peu différemment cette fois-ci, parce qu'il y a une petite annonce cette semaine qui est que une nouvelle société s'est créée autour de scikit-learn. Alors ça a été créé parce qu'ils appellent à l'INRIA. Donc l'INRIA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre de recherche en informatique et en automatisme, je crois. L'Institut national de recherche en informatique et automatique, ouais. Et automatique, dans lequel a été créée la librairie scikit-learn, entre autres. Et il y a Yann Lechel, qui était l'ancien CEO de Scaleway, qui a fait 4 mois comme entrepreneur in résidence à l'INRIA, et est sorti de ces 4 mois une société qui s'appelle Probable. Et Probable, c'est comment faire du produit et du service autour de scikit-learn. Dans la bataille, dans l'équipe, il y a évidemment tous les chercheurs qui sont derrière scikit-learn. Je ne vais pas citer toute la liste, mais il y a
Il y a Gaël Varocco, Olivier Grisel et ainsi de suite. Et donc, belle initiative de faire un produit. Alors pour l'instant, on n'a pas tellement l'idée de ce qu'elle va être la nature du produit. Pour l'instant, ce qui est plus de se dire qu'au début, ça va être du training et de la certification et du professional services qui va être fait pour aider les gens à utiliser tout ce qu'il y a autour de Scikit-learn. Mais super initiative et puis longue vie à Probable. Voilà. Oui, longue vie. C'est un nom assez improbable, mais sinon... Ouais, c'est bien joué, un nom assez improbable. Bonne initiative. Enfin, je leur souhaite plein de... Puis ça peut remettre... C'est parce que Scikit-learn, on n'entend plus trop parler. Alors que Scikit-learn a évolué et est capable d'utiliser plein de moteurs de LLM, des choses comme ça. Donc entre guillemets, Scikit-learn reste dans le coup. Soyons très clairs là-dessus. Ça va l'aider à le porter, je pense. Ben oui, c'est évident. Alors, comment passer? On va passer un petit peu on va parler un petit peu de DBT, DuckDB, de mes petits chouchous. On va parler de ça et comment passer de silo à de la standardisation et donc utiliser DBT pour construire un data framework autour d'une... Donc le post est un petit peu long, mais on va essayer de traverser ça assez rapidement. Première question, ils avaient des problèmes particuliers, donc ils se sont dit, comment est-ce qu'on a des métriques qui ont des définitions, qui ont deux définitions. On a des data lineage qui sont tout pourris. On ne sait pas rechercher. Alors ça va sûrement faire écho avec ton quotidien, Jérôme, tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour rechercher dans tout ce que l'on a dans le patrimoine de données? Comment est-ce qu'on gère l'ownership, c'est-à-dire qui est-ce qui est propriétaire d'une métrique, d'une data? Comment est-ce qu'on va faire aussi pour que des gens qui n'ont pas d'expertise puissent faire des queries correctes plutôt que... Et comment est-ce qu'on va monitorer tout ça? Et il cite un petit peu aussi et je trouve que le breakdown, en fait, de dire quel est le problème, quels sont les principes que l'on veut, dont on ne veut pas déroger, je trouve en fait finalement la démarche d'expliquer les choses et de poser le problème assez intéressante. Et ils disent, voilà, nous on a une software engineering practice qui est de dire tout est dans Git. Donc il est hors de question que tout ça ne soit pas régi par ça. On a des naming conventions, des choses qu'on veut pas, dont on ne veut pas déroger. On veut un catalogue centralisé de données dans lequel il y a tous nos modèles, toutes nos modélisations pour qu'on puisse avoir un data lineage correct. On veut que ce soit testable. On veut que tout ça soit géré par du CI/CD. On veut pouvoir monitorer, scaler. Et on veut que il ne faille pas un PhD pour pouvoir y accéder, parce que ce soit démocratique, que tous les gens puissent utiliser. Et donc, ils ont découpé les choses en deux layers, un data modeling layer dans lequel ils prennent la donnée brute et ils en font des tables de métriques. Et ensuite, ils ont un online metric store, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne s'arrêtent pas au fait d'avoir constitué des tables de métriques, mais ils font ce côté un peu magasin. Ça revient un peu à ce qu'on disait dans le précédent épisode avec Carrefour qui avait créé un supermarket de la data. Finalement, se dire, il y a ce metric store chez nous. Mm-hmm. Ils ont étudié les différentes options qu'ils avaient avec une approche technique et économique possible pour faire ce qu'ils voulaient entre DBT, AWS Glue et Databricks. Et ils ont évidemment convergé vers DBT qui économiquement est quand même plus sympa. Qui a un problème, c'est qu'effectivement il faut faire un peu d'infra parce que c'est pas serverless et surtout c'est orienté batch, mais a priori c'était pas un problème pour eux. Et donc ils ont fait ce choix. Il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent avec du batch, franchement. Je sais qu'il y a l'architecture en Delta là qu'on avait. Il y a 10 ans, ça fait 10 ans qu'on a... Non, c'est bien 10 ans qu'on a ça, qu'on parle de ce Delta. Ouais, tout à fait. Non, c'est bien 10 ans, tu vois, je veux dire, c'était pas... Peut-être 8 ans, en fait, c'est peut-être entre deux, parce que 10, ça me paraît... peut-être 8, allez, 8 ans. Allez, 8 ans.
C'est les débuts de ce podcast. En fait, en pratique, vraiment temps réel, t'as pas beaucoup de données que t'as vraiment besoin. T'as pas tant ça de gens dont le business peut être influé à ce point-là, au point de ne pas pouvoir être tolérant à un micro-batch ou un mini-batch. Quand je dis mini-batch, pour moi, c'est de dire, ok, c'est quelque chose où mon batch à l'horizon de l'heure, quoi. Voilà. Mais moi, je te dirais que, en fait, à la journée, franchement, si il n'y a pas beaucoup de métiers où tu as besoin. Il y en a, mais tu n'as pas beaucoup de métiers où tu as besoin des infos de la journée en cours. Pire, tu peux avoir des mauvaises conclusions à prendre en compte ces données partielles parce que ta journée n'est pas terminée et que que faire de la comparaison sur des choses qui sont pas clos, c'est parce que la fin de la journée, c'est un truc, c'est assez stable d'une fin de journée à une autre. Sur la journée entière. Par contre, sur une matinée, par exemple, tu peux... Enfin, bon. Après, je vais prendre l'exemple du FinOps. Regarde, FinOps, on est encore à une échelle encore plus supérieure parce que le FinOps, le cut, c'est au mois. FinOps, le cut, c'est au mois, puisqu'à un moment donné, c'est la facture, elle arrive à la fin du mois. Bon, ben, le 12 du mois, tu as quand même une tendance par rapport au N mois précédent qui te permet de commencer à évaluer les choses. Et donc, tu peux ramener ça, entre guillemets, si tu as un batch toutes les heures, bon, ben, à la 12e minute de l'heure, tu peux commencer à te dire, ok, j'en suis où par rapport au trend habituel. Donc, il y a évidemment des gens qui ont besoin d'une donnée avec un niveau de fraîcheur totalement, et de précision dans ce niveau de fraîcheur qui sont totalement délirants. C'est évident. Et il y en aura toujours. Mais l'immensité des gens n'ont pas besoin de ça et peuvent se satisfaire de ce niveau de batch. Revenons à nos moutons. Et donc, le workflow, c'est assez intéressant parce que c'est toujours un sujet quand vous créez du DBT sur votre poste de travail. Et après, comment est-ce que vous allez le pousser en prod ? Ça peut être un vrai sujet, ça peut être un petit sujet de complexité. Et là, ils ont en fait finalement le repo. Ils envoient ça ils pushent leur code dans le repo GitLab. Ils ont des contrôles qui sont faits avec un linter, avec des règles de validation. Et puis après, ça part dans un Jenkins qui lui va faire le boulot en termes de déploiement. Donc il va créer une image Docker et il envoie ça dans la Docker Registry. Et puis ensuite il y a Airflow qui visiblement redéploie tout ça. Écoute, moi je trouve que le truc est assez slick et il est super bien fait. Et je suis même surpris qu'ils ont un Jenkins parce qu'ils essaient de tout mettre dans Git et. Ouais, ils auraient pu faire du GitHub Action effectivement. GitLab Action, oui. Alors, ils ont GitLab, mais. Ouais, mais alors, petit sujet, s'ils ont un GitLab qui est managé à l'extérieur et que leur environnement, on a un client chez qui c'est arrivé l'autre jour, qui fait du Jenkins, et il nous dit, moi, ce qui me pose problème si je ferais du GitHub Action, donc c'est la même chose que c'était du GitLab managé, ce serait d'envoyer mes credentials AWS dans un SaaS à l'extérieur. Donc, d'un point de vue sécurité, je préfère avoir mon Jenkins. Si, t'es obligé. Non, nous on a une solution maintenant, on fait du GitHub Action et on a retiré les credentials AWS. Et t'arrives à avoir du rôle, à avoir un personnel avec un rôle. Justement, en fait, c'est tu donnes un rôle à GitHub. Ouais. Et t'as un mécanisme qui fait que tu peux, tu peux lui donner des droits. Il y a un lien entre les identifiants tu fais un partage de rôle entre deux organisations, entre deux comptes. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas le compte AWS machin, mais c'est en gros il y a une alors ça marche au moins avec GitHub. Je sais pas pour GitLab. Mais avec GitHub, tu peux en fait, t'arrives avec ton compte Git, avec le compte GitHub qui correspond, et puis lui attribue un rôle et il peut travailler à partir de ça. Et alors, ils ont au détour de la lecture de l'article, là, donc pour le linting, ils utilisent SQL Fluff, qui est vachement bien pour valider que ton SQL il est écrit correctement et que tu as respecté un certain nombre de standards. Et pour les validations,
c'est-à-dire pour valider la donnée, on revient sur un peu ce dont on parlait sur les tests de schéma, de trucs comme ça. Ils utilisent un truc qui s'appelle DBT Checkpoint. Et DBT Checkpoint, quand on regarde, ça vous permet de faire un pré-hook au déploiement d'un modèle et donc de valider avant que le modèle soit déployé ce qui va des règles de fonctionnement et donc de dire et on évite le processus qui consisterait à je fais tourner un modèle, je me rends compte a posteriori que ça répond pas à certaines règles et donc je dois faire un revert sur le modèle précédent. Là pour le coup avec un pré-hook fait par DBT Checkpoint, on a vraiment un truc sympa à faire là-dessus. Alors ensuite une fois qu'ils ont fait la modélisation, vient l'étape du online metric store. Et alors là, à ma grande surprise, ils se sont dit faut qu'on trouve un truc qui puisse nous permettre de stocker derrière un key value store, quoi, de pouvoir faire un key value lookup et de pouvoir dire je veux retrouver une métrique et je veux retrouver un bout de document derrière. Et le winner. Enfin, les deux winners sont MongoDB et Elasticsearch, à ma grande surprise. Et c'est plus pour des aspects économiques, visiblement. Ça couvrait leur map de features qu'ils voulaient voir, c'est-à-dire de scalabilité, de facilité de maintenance et tout. Mais j'étais assez étonné. Ils avaient étudié DynamoDB, HBase et Cassandra pour faire ça, et c'est visiblement il y avait des trous dans la raquette en termes de features sur les autres produits, et puis il y avait surtout, je pense, si tu regardes en open source, il y a DynamoDB qui est le seul à pas qui saute, ouais. Mais c'est surtout facilité de maintenance, c'est HBase qui saute, les autres ils considèrent qu'ils sont faciles. Ouais. Qui est DynamoDB c'est facile, mais Cassandra on en reparlera. Hein, ouais, mais Elastic aussi, mine de rien, il y a des subtilités. Alors c'est pas dramatiquement difficile, oui, mais on est comme d'accord. Cassandra, il y a des difficultés. Ouais. C'est Flexible Search Support. Oui, c'est sûr qu'Elasticsearch c'est un moteur de recherche, donc c'est un moteur de recherche, quoi. Big Data Support. Mieux. C'est marrant, il y a que Big Data Support, il y a que HBase qui coche le truc. Ouais, je suis assez étonné parce que Dynamo ça peut aller super loin en Big Data Support. Enfin, tu vois, je veux dire à un moment donné. Mais en fait, moi ce que je vois, c'est que sur les prix, en fait, toutes les solutions, à chaque fois ça vient d'Amazon, elles étaient plus chères que les autres. Alors je sais pas si c'est objectif ou pas. Mais tu vois, Glue, ils avaient leurs 4 sacs. Mais tu vois, alors après, c'est toujours la même histoire. C'est comment est-ce que le mec il intègre le coût d'opération dans son coût, dans son étude de prix, quoi. C'est toujours le même truc, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi le coût d'opération autour d'une DynamoDB par rapport à ce qui peut être sur un MongoDB où il faut que tu fasses tourner 3 VM machin pour avoir toute la tambouille qui se passe correctement, on peut en reparler indéfiniment. Ouais. Ce que j'attendrais, moi, c'est que dans cette ligne-là, le coût c'est le coût d'exploitation, enfin le coût total d'exploitation, c'est-à-dire la licence, les frais, les machins et ton opérationnel. Je sais pas si c'est le cas, mais c'est ce qu'on attendrait. Parce que sinon, entre Cassandra et MongoDB, le prix, les prix sont équivalents, quoi. Si c'est pas pareil, Elasticsearch, là il y a une petite différence quand même. Donc, en tout cas. Pas mal d'insights intéressants dans cet article. Évidemment, ils concluent par le fait que leurs objectifs ont été remplis, qu'ils sont ravis de tout ça. Et ils disent, notre étape suivante, et c'est là que ça me fait très plaisir, ça va être de faire de la data quality pour pouvoir collecter des quality métriques. Et moi, c'est un truc auquel je crois dur comme fer ces derniers temps. Donc, et avec une capacité d'anomaly detection et de détecter le data drift. Donc, bel article que je qualifierais de fond qui permet d'aller assez loin là-dessus. Donc c'est pas mal. On va passer, et vous verrez, on me dit toujours que je suis un aficionados démesuré de DuckDB, mais non, je suis capable de temps en temps de faire preuve d'un esprit critique, et on va lire un article qui est DuckDB versus Polars. Je vous citais ça effectivement dans un épisode précédent. Je vous disais, dès lors qu'on veut commencer à faire de la perf, on voit les gens assez souvent se pencher sur Polars. Et
pour le coup, cet article, il dit quoi ? Il fait un scénario super simple. Vous avez de la data dans une base de données PG. Vous voulez faire une analyse dessus. On va essayer de faire que, d'un côté, on fasse depuis DuckDB une lecture dans la base PG. Donc on se sert de DuckDB comme proxy de la base PG. Et c'est donc utile, ça. Ça peut être utile si tu veux faire de la jointure entre, par exemple, un fichier parquet et ta base PG, par exemple. Tu vois. Oui, d'accord, si tu veux. Bon, oui. Tu fais un truc un peu à la Trino, quoi, tu vois. Tu fais un truc un peu à la Trino avec ton DuckDB. D'accord, parce que là, si j'ai juste sur par-dessus la base, ça me paraissait un peu... Non. Ou alors, tu veux lire ta base Postgre et tu veux la rematérialiser sous forme d'un fichier parquet dans ton Data-Lake. D'accord. Bon, non, mais sinon l'exercice n'a pas trop d'intérêt de ce point de vue-là. Ou alors tu te dis, je veux faire du SQL dans mon notebook Python, donc j'utilise DuckDB comme moteur SQL pour faire un peu de SQL in memory devant ma base, ce qui est l'option entre guillemets utilisée là dans Parce que ton notebook, il sait pas faire des requêtes directement sur une base. Il te faut quand même un moteur pour pouvoir en Python, il te faut quand même que tu aies un moteur ou un SQL Alchemy ou un truc comme ça dans lequel tu fasses. Il faut que tu aies un truc qui fasse la requête. Mais la requête. Mais t'as pas besoin du moteur justement, il est déjà. Quand t'as un Postgres, t'as déjà le moteur qui est là et puis c'est un bon moteur. Hein, donc. Oui, non mais voilà. Et à nouveau. Bref, ok. À nouveau, t'as quand même un sous-jacent du truc qui est, on va essayer de démontrer qu'un machin fait en Rust. Ah d'accord, c'est ça. Est meilleur qu'un autre. Ils ont qu'à écrire Postgres en Rust, mais... Non, là c'est surtout de démontrer que Polars qui est fait en Rust est meilleur que DuckDB qui est fait en C++. Ah oui, d'accord. T'as toujours cette petite musique sous-jacente du Rust va défoncer le monde, quoi. Oui, oui, c'est bien connu. Donc, le scénario, il est super simple. Je sais pas d'ailleurs s'il n'est pas un peu réducteur pour pouvoir être juste, hein, parce que faire un select count étoile from quelque chose, je suis pas certain que ça suffise à juger de la performance de la si tu fais ça en prod, c'est que tu as un petit problème sur tes requêtes. Non, mais tu vois, je pense que si on monte un peu en gamme et que la query que l'on passe au travers de Polars, c'est un group by avec une jointure, avec ceci, avec cela, machin, on risque d'avoir des résultats un tout petit peu différents de ce que l'on avait imaginé initialement. Et donc, je vous laisserai lire le détail du blog post qui fait différentes requêtes et ainsi de suite. Mais a priori, c'est dans certains cas, DuckDB est meilleur, dans certains cas, Polars est meilleur. Il n'y a pas de vainqueur totalement fou. Mais bon, c'est quand même pas entre guillemets. J'ai aussi un peu de mal à me faire, tu vois. Donc mais t'as parfois des écarts quand même assez édifiants sur des trucs où Polars va mettre 8 secondes, DuckDB 35 secondes. Donc c'est quand même un petit peu, tu vois. Et d'autres trucs, par exemple la lecture. Non, c'est quoi c'est de la lecture ou de l'écriture, celui-là? Non, lire un parquet depuis AWS S3, pour le coup, là, DuckDB fait un peu mieux que Polars. Donc, à mon avis, tout ça, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Ce qu'il y a de très certain, c'est que je pense que Polars, par contre, si vous avez un truc qui utilise du Pandas, essayez Polars, vous verrez que ça vous améliorera quand même l'existence de manière assez forte. Je voudrais terminer cet épisode, Jérôme, par un petit... j'ai eu à m'intéresser ces derniers temps sur des frameworks pour faire de la UI en Python. Streamlit. On connaît tous comment ? Streamlit. On connaît tous Streamlit.
Et Streamlit, c'est le truc génial jusqu'au moment où il est plus génial. En fait, tu fais un petit truc assez simple où le niveau d'interaction et surtout le calcul sous-jacent, il n'est pas démesuré. Tout va bien. Et puis récemment, on a eu une app Streamlit comme ça et le client nous a dit « Ouais, j'aimerais bien qu'on puisse loguer ce qui se passe dans l'app. » Et là, le drame commence. Donc évidemment, on met un logger, on fait log, machin, donc ça nous sort dans l'output. Nous, sur Datatask, on collecte l'output et on le met dans une database. Sauf que Streamlit, à chaque fois que tu bouges un curseur, il rejoue toute la UI complète, machin, tu sais pas par où il passe dans tous les sens. Il fait de haut en bas. C'est facile. Ouais, oui, bravo. Non mais c'est con, mais c'est vraiment la logique, c'est simple, ça démarre au début et ça va jusqu'au bout. Hein. Ouais, sauf que parfois tu sais pas à quel point même si tu mets des partials, tu sais pas à quel point il redémarre, machin, enfin c'est l'enfer absolu. Donc je me suis dit, il va être comme pour des sujets un peu plus complexes, il va être nécessaire de trouver 2-3 choses et c'est Michel Karadec dont on a déjà parlé l'autre jour, qui m'a souligné lors d'une conversation que j'ai eue avec lui qu'ils avaient fait un meet-up sur les frameworks UI à Rennes, où ils ont parlé de différents frameworks, de Streamlit, de Gradio et de un truc assez marrant qui s'appelle Nasguy, un petit jeu de mots. Ah, Nasguy, oui, d'accord. Ça faisait un peu Nazgul au début quand tu le prononçais, mais c'est pas la même chose. Nasguy, ouais. Donc et pour le coup, ce truc-là est vachement bien fait. Il a une variété de composants assez dingue et il est un peu plus sélectif dans ce qu'il rejoue. C'est-à-dire qu'on peut vraiment flécher la zone qu'on veut refresh. C'est-à-dire qu'on peut rendre avec une annotation. Si vous définissez par exemple une série de contrôles dans une série de, par exemple une table, des lignes dans lesquelles vous décrivez un truc, et vous encapsulez ça dans une fonction et vous mettez une annotation qui vous autorise à la rendre refreshable, cette zone, vous allez pouvoir, par exemple quand il y a un clic dans un graphique, lancer le refresh de la zone en question. Et donc, vous avez vraiment une réexécution très sélective de ce que vous voulez exécuter. Plutôt que de ne pas exécuter par exclusion, comme ça peut l'être le cas dans Streamlit. Donc, truc super intéressant. Et dans ces pérégrinations, j'ai aussi regardé Evidence.dev, qui lui est plus orienté pour faire du reporting. Evidence, vous faites un fichier Markdown, ou vous faites une série de fichiers Markdown, puisqu'on peut en lier plusieurs entre eux, dans lequel vous allez faire des blocs de code qui sont des requêtes SQL. En fait, tu es en train de faire un notebook en Markdown, quoi. Tu fais un notebook en Markdown, et effectivement, ça rejoint un peu ça. Tu fais un notebook en Markdown, le truc et avec ensuite des graphiques, des grids, des choses comme ça que tu peux mettre qui consomment ce SQL. Bon, et ça génère un site statique. C'est-à-dire qu'il va aller, lorsque vous allez faire le build de ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire avec des static site generators type Hugo, type Jekyll ou autre. Hein. Ouais, c'est cool ça. Et c'est assez cool. Le seul souci, c'est que dès lors que tu veux un peu d'interactivité, ça marche plus. Parce que... Bah si c'est un site statique. Ouais, mais tu aurais pu t'imaginer que tu puisses avoir un filter, par exemple. Dans l'exemple qu'ils ont... d'accord, je vois. Dans l'exemple qu'ils ont, t'as un sélecteur d'années, par exemple. Et ce truc-là marche en local quand tu le fais tourner en dev, évidemment. Et si tu le build... En fait, ils te disent, si tu veux avoir de l'interactivité, il faut le déployer sur notre cloud à nous, sur evidence.dev, où on va s'occuper de faire tourner ce fetch sur ta donnée, tout ça. Donc, à creuser, je suis peut-être passé à côté d'un truc essentiel, mais pour un usage simple, par contre, il n'y a pas plus rapide si tu dois faire une page qui donne des résultats et ainsi de suite. À nouveau, on revient sur ce qu'on disait, un notebook, ça fait vomir tout le monde qui n'est pas data scientist, quand on présente des résultats dans un notebook, une Markdown comme Evidence ou une Streamlit ou un Nasguy va vraiment vous faire gagner des points là-dessus, quoi. C'est clair que ça va être beaucoup, beaucoup plus efficace, quoi. Après, c'est du Markdown. Ouais,
Et sachant que j'ai oublié de le dire, Nice Guy, il a un truc qui m'a séduit énormément là-dessus, c'est que ça inclut la librairie Apache eChart, qui est démesurée en termes de visualisation possible et d'interactivité sur ces visualisations. Je me suis fait un petit POC sur Nice Guy pour faire un truc avec un drill down où tu as des catégories, un premier paragraphe avec des catégories et un deuxième en dessous qui est l'enfant du premier. Et ça marche super, super bien, quoi. C'est clair. Donc, voilà, si vous avez des sujets de visualisation de données, de vouloir faire une BI sans dépendre d'outils pour pouvoir présenter vos analytics, ces trucs-là sont à regarder. Voilà. Mon cher Jérôme, dis-nous où est-ce qu'on peut te suivre. Tu nous as dit la semaine dernière qu'on pouvait te retrouver à G-Château, mais je pense pas qu'on pourra d'ailleurs te rejoindre parce que ça doit être en comité restreint cette affaire. Maintenant ça doit être oui, je sais pas en fait parce que je crois qu'il y avait encore de la place, mais là maintenant je sais pas. Mais sinon, on peut toujours me retrouver sur le Slack de Big Data Hebdo et puis sur Twitter X et Blue Sky. J'ai oublié son nom. Et Blue Sky avec le handle Jérôme, JXEROME. Voilà. Écoute, pour ma part, c'est vrai qu'effectivement, j'ai déserté les réseaux sociaux. J'ai une profonde désaffection. Là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très actif. Je suis plus à l'écoute. Pour ces réseaux sociaux, j'y trouve pas mon compte dans la consultation des réseaux sociaux depuis quelques temps. C'est un peu la même chose. Et les nouveaux, c'est bien, mais il y a pas beaucoup de monde. Il y a moins de bruit, ça vole pas très haut, quoi, je trouve. Il y a moins de bruit, mais il y a moins de bruit et il y a moins de contenu, donc comme ça, on craint rien, quoi. Et donc pour ma part, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn où j'essaye d'être un peu plus présent, sur le Slack du Big Data Hebdo bien sûr, et sur mes publications. Voilà. Et on espère que vous avez passé un bon moment à écouter cet épisode, que vous avez autant de plaisir que nous avons eu à l'enregistrer pour vous. Et on vous retrouve très très bientôt. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis. Un grand merci à Maxence Lecointre qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.